Dawari Stanford, 65 ans, a pêché toute sa vie les coquillages de la mangrove, à Bilé, un village du sud du Nigeria. Ça y est, je suis à terre. Je suis entrée dans la forêt de mangrove. La forêt de mangrove qu'ils ont détruite? Quand j'étais enfant, à marée basse, on allait dans les mangroves ramasser des coquillages. Après, quand j'ai grandi, que je suis devenue une femme adulte, j'ai commencé à accompagner ma mère pour les ramasser. On ramassait des coquillages ou des écrevisses. Il y en avait beaucoup. Un jour, c'était en 2011, nous n'avons plus rien attrapé. Le pétrole flottait partout dans la mangrove et dans la rivière, partout. Si tu entrais dans la rivière, tout ton corps était couvert d'huile, comme quelqu'un qui se serait enduit de crème. Tu devais utiliser du savon et bien te laver avant de pouvoir être propre. Parfois, tu devais attendre le lendemain pour être vraiment propre. Laissez-moi les verser là-dedans. C'est toute ma récolte de coquillages. Avant, dans les mangroves, il y avait beaucoup de poissons, mais maintenant, ils sont tous morts. Si je vais à la rivière, je peux plonger avec mon filet dans l'eau, mais il n'y a rien à attraper. Il n'y a plus rien du tout. Vous ne pouvez plus pêcher. Voilà de quoi nous souffrons encore aujourd'hui. Depuis plus de 70 ans, les grandes compagnies multinationales exploitent le pétrole dans cette région. En particulier, l'anglo-néerlandaise Shell, très présente au Nigeria, avec des installations aujourd'hui vétustes. C'est là, dans le sud du pays, que le fleuve Niger se jette dans l'océan Atlantique, après une course de plus de 4000 km. Ses bras s'ouvrent alors en un immense delta, une étendue de méandres, de la taille de la Bretagne. Couvert de mangroves, ce delta est littéralement gorgé de pétrole, ce qui fait du Nigeria le premier producteur d'or noir du continent. Mais le delta du Niger est aussi la région la plus polluée au monde par les fuites de pétrole. De 2011 à 2013, Bilé et Ogalé, deux villages du delta, ont été ravagés par ces marées noires à répétition. Dans cet hôpital universitaire de Port Harcourt, la capitale régionale, le docteur Bieye-Briggs est spécialiste des maladies liées aux hydrocarbures. Aujourd'hui, il reçoit Esther Obekate, sage-femme à Ogalé, et son fils de 10 ans. Nous savons déjà que l'eau d'Ogalé est polluée. En 2011, le programme des Nations Unies pour l'environnement a réalisé une étude. Ils ont prélevé des échantillons d'eau à Ogalé et ont déclaré que celle-ci contenait ce qu'on appelle des hydrocarbures. Ces hydrocarbures sont plus de 900 fois supérieurs à ce que l'Organisation mondiale de la santé considère comme acceptable dans l'eau. C'est pourquoi je soupçonne que les éruptions cutanées, dont vous et votre fils souffrez, peuvent être dues à l'eau contaminée avec laquelle vous vous lavez dans la communauté d'Ogalé. Prenez une grande inspiration. Expirez. Je me sens mal parce que je ressens de l'injustice.
Les habitants des zones pétrolifères du delta du Niger n'ont tiré aucun bénéfice de l'exploration et de l'exploitation du pétrole et du gaz dans leur communauté. Et je me sens d'autant plus mal qu'en tant que médecin, ils viennent me voir et je ne peux pas faire grand-chose, voire rien du tout pour les aider. Allonge-toi. Ce n'est pas douloureux, n'est-ce pas? Oui. Alors pourquoi as-tu peur? Les cas de cancer du poumon augmentent. Le cancer du sang, le cancer des os, le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein augmente. Et l'âge d'apparition de la plupart de ces maladies diminue. Nous les observons même chez les jeunes adultes de moins de 10, 20 ou 30 ans. Les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales, les problèmes cardiaques et tout cela. Ce n'était pas le cas auparavant. Nous avions l'habitude de voir de telles choses chez les personnes âgées de 50, 60 et 70 ans. Des jeunes, vous vous rendez compte? Leurs crimes, ils viennent du delta du Niger. Leurs crimes, ils viennent de communautés où il y a du pétrole. Et puis les compagnies pétrolières, les multinationales, mènent leurs affaires de façon complètement négligente, sans respecter les normes et la sécurité de l'environnement. Donc je me sens mal, je me sens vraiment mal. Je vous conseille de ne pas vous laver avec l'eau d'Ogalé. Si vous avez les moyens de le faire, allez chercher de l'eau non polluée ailleurs, que vous utiliserez pour boire, pour vous laver et pour cuisiner. C'est la seule solution. Comment faire ça sans argent? C'est difficile de trouver de l'argent pour aller chercher de l'eau ailleurs. Je ne sais pas quoi faire. C'est un gros problème pour nous. Esther est désormais bien consciente des risques que l'eau polluée par le pétrole représente pour elle, sa famille et aussi ses patientes. Alors, malgré ses problèmes d'argent, elle loue les services d'un taxi tricycle et part se ravitailler en eau propre. C'est difficile ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas facile pour moi, c'est une souffrance. Je n'aime pas quitter ma maison pour aller chercher de l'eau ailleurs. L'eau est importante à cause des enfants. On se débrouille pour y aller. Mon mari m'aide. Ce problème à Ogalé doit cesser. Dans l'ensemble de la région d'Ogalé, nous n'avons pas d'eau à boire. Shell sait ce qu'il faut faire. Il devrait faire quelque chose qui soit bon pour nous. Avec ses bidons d'eau propre, Esther se rend au centre de santé qu'elle dirige. Elle va animer une séance d'information pour les femmes enceintes. L'eau que l'on trouve ici n'est pas bonne. Donc ce que je fais en règle générale, c'est que l'eau d'ici, je ne l'utilise pas pour baigner les bébés, parce qu'elle peut les infecter. Nous ne savons pas dans quelle mesure l'enfant serait affecté et l'eau pourrait tuer un nouveau-né. Donc la première chose que je fais lorsque je vais chercher de l'eau, c'est de la faire bouillir. Ensuite, vous pouvez baigner le bébé, parce qu'il s'agit de nouveau-nés et que nous ne savons pas ce que cette eau pourrait leur faire. Tanti, j'ai une question. Quand tu mets la lotion antiseptique dans l'eau, tu la laisses pendant 3-4 minutes avant de laver le bébé? Je voudrais savoir si on attend 3 minutes ou si nous pouvons baigner le bébé dès que l'on ajoute le désinfectant. Baigne ton enfant dès que tu ajoutes le désinfectant. Directement? Ok. Vous devez laver, nettoyer et faire bouillir
pour éviter les infections à votre enfant. Il faut faire tout cela. Il faut stériliser l'eau pour que vous soyez certaine de donner à votre enfant une eau de meilleure qualité. La sage-femme d'Ogalé et la pêcheuse de Bilé font toutes deux partie de collectifs d'habitants qui attaquent en justice la compagnie pétrolière qu'ils jugent responsable du désastre. Shell. Le siège de la multinationale se trouve au cœur de Londres. Entre le géant de l'industrie pétrolière et les plaignants nigérians, une course contre la montre judiciaire est engagée. Les communautés souffrent. Shell a refusé de leur verser une compensation pour la destruction de l'environnement sur leurs terres. Combien de temps peuvent-elles continuer à patienter avant de recevoir une indemnisation de la part de Shell? Nous voulons la justice pour la communauté de Bilé. Nous voulons la justice pour la communauté d'Ogalé. Nous représentons environ 13 000 personnes de deux communautés du delta du Niger. D'abord, la communauté de Bilé, qui est une communauté de pêcheurs où nous représentons environ 2500 individus. Ceux-ci affirment que la pollution de Shell a complètement dévasté leur forêt de mangroves qui abritait les poissons qu'ils pêchaient et qu'ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins, plus en mesure de subvenir aux besoins de leur famille. Donc nous représentons cette communauté et celle d'Ogalé, en pays Ogoni, où les habitants ont des problèmes, tout particulièrement avec leur eau potable. Sans aucun doute, il y a d'autres endroits dans le monde qui sont gravement pollués, mais le delta du Niger a été décrit et reconnu comme l'endroit le plus pollué de la planète. Shell y exploite du pétrole depuis plus de 70 ans maintenant, avant la fin de l'ère coloniale, et nous sommes maintenant dans une situation où Shell cherche à désinvestir. Ils cherchent à quitter le delta du Niger, à mettre un terme à leurs opérations au Nigeria, laissant derrière cette pollution chronique. Et si Shell réussit à partir sans avoir correctement nettoyé cette pollution, les communautés vont se retrouver avec ce problème dans un avenir prévisible. Des générations entières seront laissées à elles-mêmes pour faire face à ce problème dans le delta du Niger, si Shell et d'autres opérateurs bien sûr sont autorisés à partir sans avoir correctement nettoyé le gâchis qu'ils ont causé. Shell a officiellement annoncé l'arrêt de l'exploitation du pétrole dans le delta du Niger. La compagnie va désormais se concentrer sur les gisements en mer, aujourd'hui beaucoup plus rentables. Ce retrait va-t-il lui permettre d'échapper à ses responsabilités environnementales? Shell a refusé notre demande d'interview sur les procès en cours au Nigeria et nous a communiqué sa position par écrit. Nous sommes convaincus du bien fondé de notre affaire. Le pétrole est volé à l'échelle industrielle dans le delta du Niger. Cette criminalité est une source majeure de pollution et elle est à l'origine de la majorité des déversements de pétrole dans les affaires de Bilé et d'Ogalé. Shell dit partout qu'ils ne sont pas responsables de ce qui se passe dans le delta du Niger, que tout est de la faute de la population locale, tout est de la faute des criminels qui sabotent les pipelines et provoquent les dégâts. Shell exagère cette réalité. Il y a de très nombreuses fuites opérationnelles qui sont liées au mauvais entretien de leurs pipelines et de leurs infrastructures. Mais même si Shell a raison, nous disons qu'ils étaient au courant de ce problème. Pourquoi n'ont-ils rien fait pour l'arrêter? Pourquoi n'ont-ils pas pris des mesures appropriées pour empêcher que cela ne se produise, comme ils le feraient n'importe où ailleurs dans le monde et comme ils le font dans d'autres endroits où ce problème existe? Face à la destruction de leurs moyens de subsistance par les marées noires, certains habitants se tournent vers le sabotage des oléoducs et le raffinage illégal. Pour combattre ce fléau,
l'armée nigériane patrouille en permanence dans le delta du Niger. Les dégâts causés par ces raffineries illégales sont considérables. Regardez, l'environnement est saccagé. Le commerce dans les rivières n'est plus possible et la vie aquatique est détruite. Jusqu'ici, on démantelait ces raffineries manuellement et les criminels revenaient 3 jours ou 1 semaine plus tard pour les reconstruire. C'est pourquoi nous avons reçu l'ordre d'utiliser des bulldozers afin de les détruire de manière durable, parce que la plupart des matériaux qu'ils utilisent, comme vous pouvez le voir, sont résistants à la chaleur. Kingsley Ogaranya, 38 ans, a fait partie de ceux qui, pour gagner de quoi survivre, pratiquent le raffinage illégal du pétrole en brousse. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien à faire pour gagner sa vie ici. On ne pouvait pas cultiver, on ne pouvait pas pêcher. Autour de nous, il n'y avait rien à faire. Le gouvernement ne se souciait pas de nous. On a donc rejoint l'un de nos frères pour commencer à travailler dans une raffinerie illégale. Des gens de la communauté Idjo travaillaient sur ce site. Moi, j'étais le conducteur du bateau. Donc mon travail consistait à transporter le pétrole raffiné avec mon bateau jusqu'à l'endroit où on le vendait. La première fois que je suis arrivé à la raffinerie illégale, j'ai eu très peur. J'étais effrayé par l'intensité du feu utilisé pour raffiner le pétrole brut. Le moment le plus effrayant pour moi s'est produit 3 semaines après avoir rejoint le gang des raffineurs illégaux. 3 personnes ont été brûlées dans les flammes. Et ce qui m'a finalement fait abandonner le trafic, c'est ce qui s'est passé une nuit. D'habitude, des militaires de l'armée, de la marine et d'autres paramilitaires opéraient pour sécuriser la zone pendant la journée. Mais ce jour-là, ils ont changé leurs horaires et ils ont décidé d'opérer la nuit. Cette nuit-là, pendant leurs opérations, ils nous ont surpris en train de travailler dans la raffinerie illégale. On s'est enfui en nageant dans la rivière, mais j'ai perdu mon bateau à moteur. Il a été brûlé. Ce jour-là, j'ai lâché l'affaire et j'ai quitté le business illégal. Kingsley, notre repenti, a définitivement quitté le gang des trafiquants de pétrole. Il travaille maintenant pour une ONG nigériane qui a pour ambition de sortir les jeunes du raffinage illégal. Son directeur, Fine Face de Namene, arpente les villages du Delta pour les convaincre. Qu'est-ce que nous voulons accomplir? Nous ne voulons pas d'un retour au sabotage des pipelines. Nous ne voulons pas de cela. Nous voulons un environnement plus propre. Parce que vous vous souvenez, vous avez mentionné que vous faites aussi de la pêche. Quand il y a de la pollution dans la rivière, du pétrole brut, vous ne pouvez pas pêcher. Vous ne pouvez pas attraper du poisson. Pendant que vous faites de l'argent grâce au sabotage des pipelines, vous faites perdre à d'autres personnes qui pratiquent la pêche et l'agriculture leurs moyens de subsistance. C'est ce fossé que nous essayons de combler pour nous assurer de vivre en harmonie avec la nature. Pour atteindre ses objectifs, Fine Face veut mettre fin au tout pétrole grâce à l'énergie solaire. J'ai choisi d'utiliser l'énergie solaire pour alimenter les communautés du delta du Niger afin de contribuer à la guerre contre le vol de pétrole brut. Parce que dans le delta, cette région d'où le Nigeria tire son pétrole, nous avons un grave problème de pauvreté énergétique.
Je pense donc que si je réussis à installer des mini-réseaux électriques solaires dans ces communautés sans électricité, alors je serai en mesure de mettre un terme au vol de pétrole. Imaginez qu'une communauté comme celle d'Oumououlou n'a jamais connu l'électricité depuis que ce monde existe. Les habitants utilisent des lampes alimentées à l'énergie solaire. Et parce qu'ils ont arrêté d'acheter des produits raffinés illégalement, qui leur étaient facilement accessibles, nous avons commencé à résoudre le problème et à fournir des solutions aux vrais défis auxquels nous sommes confrontés en tant que peuple. Non loin de Bilé et Ogalé, le village de Bodo a lui aussi subi les ravages du pétrole. En 2008 et 2009, 2 énormes fuites provenant d'installations défectueuses ont détruit les mangroves et massivement pollué l'environnement. Shell propose alors aux habitants un règlement à l'amiable. La compagnie leur versera 4 000 $ et quelques sacs de riz en guise de compensation. Les habitants refusent et se tournent vers la justice à Londres. Avec succès. Shell a finalement été contraint de leur verser environ 80 millions € de dommages et intérêts. La multinationale a dû également financer la dépollution d'1 millier d'hectares de marais imbibés de pétrole. Une cellule de médiation avec les habitants a été mise en place. Une première qui leur donne enfin l'espoir d'un retour à la normale. Aujourd'hui, les avocats britanniques partent vérifier l'avancement de cette dépollution. Une opération unique de nettoyage des sols à grande échelle. Allez. Voyons voir. Si tu fais comme ça le concentre un peu. J'ai gardé le gant. Il est maintenant recouvert de pétrole vraiment dense. Ce sont les gouttelettes qui étaient sur le voile à la surface de l'eau. Je dirais qu'il y a environ 40% dans ce trou. Et maintenant, on va y prélever des sédiments. Là, on prélève des échantillons de 3 différentes profondeurs dans un trou qui a été creusé près du rivage pour comprendre combien de pétrole est présent dans les sédiments. Superbe, superbe ces sédiments. Et on en prélève dans différents forages pour comprendre comment ils varient en fonction des endroits. On prend aussi des photos pour voir et on va pouvoir les comparer avec les résultats des tests. Est-ce que tu peux tenir ça? On en a combien à peu près? 10. On y va. On va les mettre dans la glace. Protège celui-ci. Nous allons aussi envoyer les animaux que nous ramassons. Nous allons les envoyer au labo et ils pourront nous dire exactement combien de pétrole il y a dans le sol. Nous allons utiliser ces résultats pour bien comprendre à quel risque nos clients s'exposent à cause du pétrole qui restera présent une fois le nettoyage terminé. Cela sera utilisé dans les procédures en cours entre la communauté de Bodo et Shell. Nous allons utiliser les résultats pour comprendre, pour le compte de nos clients, quels sont les risques qu'ils encourent à cause du pétrole qui va rester. Splendide, ils sont très en forme. Bon, nous en avons assez ici. Cela complétera certainement ce que j'ai, je leur ai dit d'y retourner une fois encore. Vous voyez ces gros? Ceux-ci nous donneront les meilleures analyses.
Ils sont toujours frétillants. Il y en a qui les mangent crus. Je pourrais les manger en sushi? Des sushis au pétrole? La terre souillée par les hydrocarbures est-elle suffisamment propre pour passer à l'étape suivante, la replantation de la forêt de mangrove? C'est tout l'enjeu. Princess Jordan, 28 ans, est phytologue, spécialiste des mangroves et représentante des habitants de Bodo pour évaluer la dépollution du site. En tant que représentante de la communauté, lorsque j'ai commencé à travailler en 2020, quand on allait sur les bancs de vase, on voyait des coquillages et des crabes morts. Et quand on les ramassait pour voir pourquoi ils étaient morts, on voyait le pétrole à l'intérieur. C'était vraiment terrible. Je me souviens être allée à la ferme avec ma grand-mère. Sa ferme était de l'autre côté de la rivière. Nous montions dans le canoë. Je ne savais pas pagayer, alors elle pagayait. Sur le chemin de la ferme, tout était toujours beau. Des deux côtés de la rivière, il y avait des mangroves. Elles étaient grandes, elles étaient très grandes, elles étaient magnifiques. Et en revenant en 2020 pour travailler, c'est à peine si je pouvais en voir. Alors j'ai demandé à quelqu'un, mais où sommes-nous? La personne m'a répondu, tu es sur la rivière de Bodo. Non, ce n'est pas le Bodo que j'ai connu. Le Bodo que j'ai connu était rempli d'arbres, rempli de mangroves. Où sont-elles passées ces mangroves? Et la personne a répondu, c'est justement ce que le pétrole a tué. J'en étais tellement amère. Les mangroves sont utiles, très très utiles. Pas seulement pour le nettoyage, mais aussi pour l'environnement. Elles absorbent beaucoup de carbone. Et vous savez ce qu'elles font? Elles purifient en quelque sorte l'environnement afin que nous puissions respirer de l'air frais. Donc pour moi, si vous voulez mon avis, je dirais que la mangrove est la mère des rivières. Princess est aussi chef d'entreprise. Elle est à la tête d'une pépinière de mangroves. Voici le processus de tri. En ce moment, nous trions les graines de mangrove. C'est ce qu'on appelle les propagules. Nous trions les propagules pour savoir celles qui sont viables pour la plantation. Vous savez, certaines peuvent sembler très saines, mais elles ne sont pas bonnes à être plantées. Lorsque vous les plantez, elles ne poussent pas. Nous sommes donc en train de les trier pour garder celles qui sont saines et viables pour la plantation. La valeur de ces propagules, pour moi, c'est un peu l'œuvre de ma vie. Je ne peux pas prendre le moindre risque avec ça, parce que ce sont elles qui font ma pépinière. Une fois plantées, elles deviendront de jeunes plants. Donc, c'est mon or à moi. La qualité de l'eau ici est très bonne. C'est OK pour une pépinière. Si vous regardez autour de vous, vous pouvez voir des crabes courir partout. Ça signifie donc que cet endroit est propre. Il n'y a pas de marée noire ici. J'ai mis ces plantes ici parce que c'est leur habitat naturel. Ensuite, elles pousseront normalement. Nous n'utilisons aucun nutriment. Elles poussent normalement dans la boue, exactement comme elles poussent dans les bancs de vase. Une fois les jeunes pousses de mangroves suffisamment développées, les équipes vont les replanter dans des terres nettoyées des résidus de pétrole. Une tâche délicate. Nous sommes en train de remplacer les mangroves qui sont mortes et de planter celles qui sont dans un bon état dans le sol. Nous avons donc examiné les mangroves mortes, nous les avons déracinées et avons creusé un trou. Puis nous avons pris le jeune plant en bonne santé pour le mettre dans le trou et le planter.
Une chose qui nous rend heureux, c'est toute la végétation que vous voyez ici. Il y a un adage qui dit « Notre rivière est notre fierté ». Une végétation bien verte et résistante, comme celle-ci, attire de nombreux organismes aquatiques et autres. Et tout cela nous donne la joie de restaurer nos rivières après les dégâts qu'elles ont subis. L'argent qu'on nous donne n'est rien comparé à cet aspect du travail. Ce qui nous rend heureux, c'est que notre environnement redevienne comme il était avant. Après un démarrage difficile, le programme de dépollution et de replantation de la mangrove financé par Shell commence à donner ses premiers résultats. La technique utilisée, la phytoremédiation, a recours aux plantes pour parachever la dépollution des sols contaminés. Ces mangroves reviennent de loin. Elles ont déjà 3 ans. En fait, il y en a quelques-unes qui sont mortes. Mais c'est normal, n'est-ce pas? Responsable des équipes de nettoyage, Nicolas Story inspecte les jeunes pousses de mangrove. Il se montre prudemment optimiste. Je peux imaginer la hauteur que ces mangroves vont atteindre, comme ces 3-là. Elles vont toutes se toucher, toutes s'enchevêtrer. L'une des choses que nous faisons dans le cadre de la surveillance des mangroves, c'est qu'en cas de mortalité importante, nous venons enquêter. Les raisons peuvent être le pétrole. Peut-être que la dépollution n'a pas bien fonctionné. Il s'agit alors d'une zone sensible que nous devons venir nettoyer. Voilà ce sur quoi je travaille en ce moment. Nous pensons qu'avec le temps, nous savons qu'avec le temps, le niveau d'hydrocarbures dans les sédiments diminuera de plus en plus. Mais ça prend du temps. C'est l'un des grands principes de ce projet, la phytoremédiation. Il est en effet impossible d'éliminer tout le pétrole ici. C'est impossible. Absolument impossible. Mais nous le ramènerons à un niveau tel que les mangroves pourront survivre. Et avec le temps, ça va s'atténuer naturellement. Et il y aura aussi une phytoremédiation par les mangroves elles-mêmes. Donc ça prend beaucoup de temps, mais ça finira par arriver. C'est l'un des premiers endroits où les mangroves ont été plantées. Comme vous pouvez le voir autour de vous, il y en a plein. Et c'est l'une des plus grandes parcelles. Ils ont ici jusqu'à 90% de taux de survie et les mangroves se portent plutôt bien, très bien. Donc revenir ici maintenant pour voir à quel point elles ont grandi, c'est vraiment merveilleux. Je suis heureuse de voir ça. Princess a mis toute son énergie et ses compétences dans la restauration de la mangrove de Bodo. La partie n'est pas encore gagnée, mais pour elle, l'espoir de revoir la forêt de son enfance est bien là. À Bilé, la communauté de pêcheurs attend avec impatience le procès contre Shell. Les habitants espèrent que la justice leur donnera raison et que, comme à Bodo, ils obtiendront eux aussi des indemnités et la restauration de leurs mangroves. Pour l'avenir de ses 7 enfants et de ses nombreux petits-enfants, Dawari Stanford, elle, met tous ses espoirs dans ses avocats britanniques. Je fais partie du procès parce que c'est ici que je vis. C'est ici que mon père et ma mère m'ont fait naître. Donc je ne vais pas m'enfuir alors que les autres sont en train de se battre. Quand tout le monde se bat, moi je partirai en courant? Ah non, je dois participer. Et même si je ne sais pas écrire, je vais presser l'empreinte de mon pouce. Je dois soutenir notre cause. Lorsque nous aurons gagné le procès, tout le monde ira mieux. Je serai satisfaite, mes enfants seront satisfaits. Ils retourneront à l'école. Et moi, je soutiens ce procès parce que, faute d'argent, certains ont dû arrêter l'école. Le combat pour donner un avenir aux enfants du delta du Niger continue. Loin des rives polluées par le pétrole, il se joue dans les prétoires de Londres.
Et aussi ici, à Bodo, au milieu des jeunes plants de mangrove. Je veux que Bodo devienne un plus bel endroit. Je veux que Bodo redevienne comme avant. Bodo ne s'est pas complètement remis de la marée noire. Nous sommes en voie de rétablissement. Le rétablissement prend du temps et j'espère juste que toutes ces mangroves ici survivront et que tout ici retournera à la normale. Je fais tout cela pour ma fille, Biola. Qu'elle puisse dire aux gens autour d'elle, aux amis qu'elle va rencontrer demain et à ses propres enfants, que sa mère faisait partie de ça. Alors oui, je le fais pour elle.